La première, 11h midi, question clé question clé. avec Véronique Tiberghien. Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver en direct de Batibo qui a ouvert ses portes au grand public ce samedi. Ça y est, vous pouvez donc venir découvrir toutes les nouveautés, les tendances en matière de construction, de rénovation et d'aménagement intérieur. L'un des plus importants évidemment salons de ce genre. Venez donc nous y rejoindre sur le studio de la RTBF qui se trouve dans le Palais 6 d'ailleurs, et nous sommes entourés de cheminées, de poêle à bois. Ça donne une bonne ambiance et c'est d'ailleurs sur les ambiances et les cinq sens que s'est tourné le salon cette année, avec l'opportunité pour vous de tester énormément de choses, et c'est une nouveauté d'ailleurs en la matière. Alors d'après les professionnels, on note un glissement de la construction neuve vers la rénovation notamment portée, selon le représentant de la Confédération de la construction, par la rénovation énergétique. D'où notre intérêt aujourd'hui de revenir sur l'éco-construction. Évidemment, quand l'efficacité énergétique et l'économie des ressources riment avec création, esthétique et confort, c'est gagné. C'est le cas pour les maisons. Qu'en est-il des bâtiments publics? On parlera également dans la deuxième partie de cette émission de la lumière qui a souvent et longtemps été négligée ou peu exploitée dans nos maisons. Eh bien, il n'est plus envisageable aujourd'hui de concevoir un intérieur sans penser à la lumière, et la grande tendance du jour, c'est la lumière naturelle. On en parle avec un spécialiste dans quelques instants. Question clé, 11h midi sur la première. Vivre dans un logement sans chauffage, un logement calme, lumineux, eh bien c'est un rêve qui a pris forme avec le développement des maisons passives. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les maisons d'habitation qui sont concernées par l'éco-construction. Les entreprises, les crèches, les lieux publics, les commerces, les galeries, les piscines, etc. sont aussi envisagés sous le prisme de l'éco-construction. En Allemagne d'ailleurs, où était née l'idée, il existe de vrais quartiers entiers dits passifs. Toutes les habitations de ces quartiers se sont mis à la passivité, et le bâtiment passif peut s'adapter à tous les climats. On en retrouve par exemple au Qatar avec la maison Baitna, où la fraîcheur est maintenue sous de très fortes chaleurs. Au Congo, l'ambassade de Belgique est construite sous le modèle des maisons passives. Au Canada également, la Saskatchewan Conservation House est équipée contre le grand froid hivernal, mais aussi pour les surchauffes estivales. Alors en Belgique, vous pensez bien, il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas. Et de plus en plus, on parle aussi aujourd'hui des bâtiments à énergie positive qui vont plus loin que les bâtiments passifs, puisque en produisant davantage d'énergie qu'ils n'en consomment, l'excédent est revendu à des réseaux privés ou publics. Mais qu'en est-il justement de ces constructions dans les lieux publics, ces constructions publiques? Les entreprises peuvent-elles être envisagées aujourd'hui sous ce prisme-là aussi? Et doit-on exclure la création, par exemple, lorsque l'on parle de maisons ou d'habitations passives? On en parle aujourd'hui avec Vincent Spirer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil d'administration de PMP, la plateforme Maison Passive, qui est une ASBL. Vous êtes architecte aussi à R2D2 Architecture. Alors, justement spécialisé dans les nouveaux bâtiments envisagés sous le mode de l'éco-construction, des maisons passives, en allant le plus loin possible. Hein. Oui, absolument. C'est une démarche qu'on a commencée il y a une quinzaine d'années chez R2D2. Oui. Et donc, ma présence au conseil d'administration de la plateforme est évidemment le prolongement de notre travail au quotidien. En effet, on travaille beaucoup dans les bâtiments publics et on a, il y a une quinzaine d'années, commencé à développer ce paramètre d'éco-construction, donc qui ne s'arrête pas uniquement au choix des matériaux, mais également à l'efficience énergétique des bâtiments et des bâtiments publics. Et on peut le voir d'ailleurs sur le site de R2D2 sans faire de la publicité, mais il y a pas mal d'exemples qui sont donnés. Ce sont essentiellement justement des bâtiments publics. Vous avez inauguré il y a peu une nouvelle crèche à Bruxelles, construite selon ses prérogatives. La plateforme Maison Passive ASBL, c'est une organisation sans but lucratif qui vise à encourager les réalisations de bâtiments à très haute efficacité énergétique et basés sur le concept passif. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, quand on pense nouvelle construction d'un lieu public, ce qui se fait encore beaucoup, on parle par exemple de futures écoles, on parlait de crèches avec vous il y a quelques instants, mais aussi des grandes entreprises. Est-ce qu'il y a véritablement aujourd'hui moyen de penser habitat passif ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a intérêt à ce qu'il y ait moyen de le faire, puisque c'est devenu une obligation légale. Et d'ailleurs, la directive européenne de 2018 oblige à respecter ces critères. Donc c'est tout à fait possible. Il faut prendre un certain recul et pouvoir définir le bâtiment pour ouvrir suffisamment le marché pour arriver à cette performance. Mais finalement,
du point de vue énergétique, ce n'est simplement que d'augmenter cette performance, diviser les besoins en chauffage par 10, essayer de limiter au maximum les besoins énergétiques en matière d'électricité et en matière des constructions. C'est bien réfléchir au choix des matériaux, vérifier, avoir une capacité d'analyse dans ce choix de matériaux pour qu'il soit le plus écologique possible. Mais est-ce qu'il n'y a pas des contraintes supplémentaires quand on parle de bâtiment public par rapport à une maison? Parce qu'il faut répondre à toute une série d'exigences. Une entreprise qui va s'occuper par exemple du bureautique ne va pas avoir les mêmes exigences qu'une entreprise qui va s'occuper d'empaqueter par exemple des colis avant de les envoyer. Une crèche n'aura pas les mêmes exigences qu'une piscine, une piscine encore moins qu'un autre type de bâtiment. Donc il y a des contraintes qui doivent être quand même assez complexes. Alors oui, en effet, tout dépend évidemment du programme, mais c'est pas spécifiquement lié au bâtiment public. Le tertiaire regroupe toute une série de bâtiments qui ont des contraintes assez similaires finalement aux écoles ou aux crèches. Oui. Donc c'est pas si compliqué que ça. Après, c'est juste un aménagement intérieur, quoi. Oui, enfin, c'est un aménagement intérieur, mais il faut bien réfléchir au confort des occupants. Oui. C'est finalement ça qui compte. Au-delà de la performance, le but ultime, c'est que quand même les enfants se sentent bien dans les bâtiments. Nous avons très souvent tendance à penser que l'architecte se limite à une vision esthétique ou créatrice. Eh bien, je vous propose d'y revenir dans quelques instants. On va justement essayer de voir si aujourd'hui on peut combiner les deux et si chaque élément de la construction aujourd'hui se retrouve dans cet ensemble d'idéologie de la maison passive, avec Vincent Spitzer qui reste avec nous et vous bien sûr. Jusqu'à midi, Véronique Tiberghien. Question clé. Question clé. Sur la première. On parle de l'éco-construction pour les bâtiments publics aujourd'hui avec Vincent Spitzer. Spirer, c'est ça. Oui. Petite hésitation. Vous êtes président du CA de la plateforme Maison Passive à ASBL et architecte à R2D2 Architecture. Et d'ailleurs, si on vous a aussi choisi vous, c'est parce que plusieurs projets de votre agence font partie aujourd'hui de ce qu'on appelle les bâtiments exemplaires répertoriés par l'IBGE, qui a par ailleurs désigné votre bureau d'architecture comme expert pour le suivi de chantier d'une partie de ces bâtiments exemplaires. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que dans notre travail au quotidien, on est assez engagé dans ce domaine-là. Donc, à la fois, on s'est porté candidat pour nous et pour nos clients, surtout pour que nos bâtiments soient reconnus comme bâtiments exemplaires, pour pouvoir bénéficier d'un subside pour aller encore plus loin dans la démarche d'éco-construction. Et puis, d'un autre côté, notre expertise est mise à profit dans le sens où nous allons visiter les bâtiments qui sont en construction, les bâtiments exemplaires en construction, pour accompagner ces constructions, vérifier que les engagements sont bien pris, etc. Comme je le disais, dans l'esprit de beaucoup, et c'est normal parce que beaucoup de livres sortent sur l'architecture aujourd'hui et nous montrent un aspect très esthétisant, très créatif. Quand on parle d'un architecte, on parle de son esprit créateur, justement. Or, l'architecture, c'est de nombreux points dont il faut tenir compte. Est-ce qu'aujourd'hui, alors d'abord sur ce point de la création et de l'esthétisme, on arrive, avec les constructions, à se permettre autant de choses qu'avec des matériaux traditionnels ou dans un esprit plus traditionnel? C'est une question qui est à la fois facile et difficile. Je pense que oui, on y arrive. On n'a pas l'impression dans notre architecture au quotidien chez R2D2 d'être contraint par ce but d'efficacité énergétique ou d'éco-construction. Maintenant, il y a certaines choses qu'on ne fait pas et qui sont incohérentes par rapport au climat, par rapport à la performance du bâtiment. Donc c'est jouer le compromis, c'est toujours chercher la meilleure solution. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on ne s'autoriserait plus aujourd'hui en termes de bâtiments passifs? Un grand bloc en verre, un simple vitrage. Ou alors on met un mouche à ravier autour. Ça, c'est une grande mode aussi aujourd'hui, ça. Oui, mais pourquoi pas? Parce que ça participe à l'architecture. Ça va générer aussi justement la richesse de l'architecture. Oui. On ne peut pas dire que l'architecture contemporaine est restreinte à cause de cette obligation d'efficacité. Elle est peut-être juste envisagée un peu autrement. C'est ça. C'est un changement d'esprit ou de mentalité. C'est un changement d'esprit, c'est être plus intelligent et plus respectueux du climat, parce qu'on a fait certaines architectures qui sont complètement délirantes et où on a exagéré, on est sorti de critères élémentaires dans le système de la construction. Donc maintenant, on revient à certains fondamentaux, mais je ne pense pas qu'on est fondamentalement restreint. Ça ne veut pas dire non plus, j'imagine, qu'on va voir fleurir des grandes nouveautés artistiques ou créatrices dans les villes aujourd'hui avec ces bâtiments-là.
Alors, est-ce que... On peut rester dans le traditionnel. On peut rester dans le traditionnel. Et est-ce que l'efficacité énergétique ou l'éco-construction est synonyme de créativité architecturale? Pas spécialement. La créativité architecturale, elle va continuer parce que les architectes exercent leur travail et leur imagination est toujours là. J'ai vu dans vos projets qu'il y avait, c'est pour ça que je parlais de piscine tout à l'heure, les bains de Laken par exemple, sur lesquels vous travaillez. Alors là, pour une piscine, je n'avais pas imaginé un seul instant que l'éco-construction pouvait l'envisager aussi. Alors, le cas des bains de Laken est un cas particulier. C'est une mission qui nous a été confiée par la ville de Bruxelles. C'était un bâtiment qui a été construit dans les années 70, à peu près sans isolation, avec une température intérieure de 29 degrés. Donc c'était une des plus grandes passoires énergétiques de Bruxelles, je pense. Il faudrait regarder une carte. Au Seria, ils font 31 degrés à l'intérieur. Hein. D'accord. Voilà. Donc la ville avait un problème parce qu'il fallait rénover ses façades et on leur a proposé d'aller beaucoup plus loin en termes d'énergie. Oui. Et on a très très fort diminué la demande énergétique et on a pu supprimer et limiter les installations de chauffage de manière drastique. J'imagine que l'aspect financier est assez attractif. Dans ce cas-ci, dans le cas des bains de Laken, c'était évidemment très attractif parce qu'en investissant un peu plus aujourd'hui, on prévoyait l'avenir de manière beaucoup plus efficace. Et c'est un peu la motivation des bâtiments passifs avec une contradiction, c'est que le prix de l'énergie pour l'instant est assez bas et donc il y a des contradicteurs, mais c'est du court terme parce qu'à un moment donné, ça va remonter et puis de toute façon, on n'a pas le choix, il n'y en aura plus de l'énergie fossile à un moment donné. On a aussi beaucoup peut-être dans l'esprit que l'éco-construction, les maisons passives, ce sont des matériaux très traditionnels. On parle beaucoup du bois, etc. On sait que la technologie aujourd'hui permet d'inventer, de créer des nouveaux matériaux qui sont extrêmement intéressants. Donc ce n'est pas une inadéquation non plus de penser technologie quand on pense éco-construction. Est-ce que vous êtes plutôt emballé parce que le marché offre aujourd'hui notamment des nouveaux composites assez intéressants? Alors oui, tout à fait. C'est ça l'intérêt, c'est de continuer à découvrir et à utiliser de nouveaux matériaux. Donc on est évidemment enthousiaste avec une analyse critique qui permet pour nous, on analyse ces matériaux pour voir jusqu'à quel point ils sont vraiment efficients et vraiment éco-construits. Parce qu'il y a certainement des matériaux qui sortent aujourd'hui et qui n'ont aucun intérêt environnemental, bien au contraire. Ah oui, donc il y a quand même encore une création, une recherche sans cet esprit d'efficience énergétique. Oui, probablement. Oui, certainement, ça existe. C'est dommage. On leur a expliqué que c'était plus tout à fait la norme. On va revenir avec vous dans quelques instants, Vincent Spitzer, qui est président de la plateforme Maisons Passives et architecte à R2D2 Architecture sur l'éco-construction. Quels sont les enjeux demain pour l'éco-construction dans les bâtiments publics? Doit-on penser et encore créer de nouvelles choses? Quelles sont les choses qui sont aujourd'hui disponibles? On parlera bien sûr encore de ces matériaux dans quelques instants, juste après ceci. 11h midi sur la première. Question clé. Question clé avec Véronique Théberguien. L'éco-construction possible aujourd'hui donc pour les bâtiments publics et plusieurs preuves que sont ces bâtiments qui aujourd'hui s'ouvrent un peu partout en zone urbaine. Parle-t-on beaucoup de ça aussi dans les zones rurales, Vincent Sprirer? Oui, bien sûr. Oui. On a eu l'occasion notamment de faire des projets de construction passive dans des zones beaucoup plus éloignées que des centres urbains. Vous avez déjà touché à tous les domaines des bâtiments publics ou commerciaux jusqu'à présent? Je ne vais pas être prétentieux en disant qu'on touche à tous les domaines, mais on est plus spécialisé en logement, en bâtiments publics de type crèche, école, centre de formation. Mais oui, globalement, on s'est essayé un peu à tout. Alors, les aménagements intérieurs sont évidemment aussi importants. Quand on veut de l'efficience énergétique, il ne s'agit pas que de parler de l'extérieur, il faut aussi parler de ce qui se fait à l'intérieur. Là, est-ce que vous êtes aussi soumis à des contraintes qui sont parfois complexes ou une certaine liberté? On parle beaucoup, par exemple, aujourd'hui, d'imaginer les intérieurs des bâtiments publics comme étant quelque chose qui va changer d'ici 1 an, d'ici 6 mois, d'ici 3 ans. Donc, en étant multimodal, ça c'est des contraintes qui sont parfois peut-être un peu lourdes à gérer. Oui, c'est certainement des contraintes un peu lourdes. Il faut savoir si c'est vraiment nécessaire parce que imaginez que tout va changer d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Dans les faits, quand on nous pose la question et qu'on prévoit certaines choses, on remarque que rien ne change et que ça ne va pas aussi vite que ça. Donc il faut bien réfléchir, il ne faut pas faire de gaspillage non plus.
plus. Mais bon, voilà, on répond au mieux aux demandes. On parle de plus en plus de bâtiments à énergie positive qui produisent donc de l'énergie en excédent par rapport à leurs propres besoins et qui finissent donc par la revendre. Est-ce que là aussi on a déjà fait un pas en avant ? Certainement, on fait un pas en avant. On est passé par les bâtiments passifs. C'est entre guillemets une obligation à Bruxelles parce que c'est pas tout à fait un bâtiment passif, mais on va aussi plus loin en installant des énergies renouvelables sur ou à proximité des bâtiments de manière à produire de l'énergie. Maintenant, dire que on va passer demain à tous des bâtiments qui vont injecter de l'énergie dans les réseaux, c'est pas pour tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut gérer le réseau pour que, quand on n'est pas là à la maison et qu'il y a des panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité, elles soient injectées et intelligemment utilisées par l'industrie qui se trouve un peu plus loin. C'est des choses comme ça qui vont fonctionner. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus ou les freins peut-être que l'on a le plus aujourd'hui en matière d'architecture, éco-construction ? L'architecture, l'efficience énergétique et le caractère passif des bâtiments restent quand même un tout petit peu un frein, même si il est très facile de construire de manière passive. La plupart des entreprises maintenant savent comment il faut faire. On a des modèles de calcul qui montrent que c'est tout à fait faisable et assez facile. Les freins, c'est la tendance à pousser à la performance qui peut générer un coût. Et ce qui est très difficile à faire passer comme message, c'est que l'investissement au départ sera bénéfique à long terme. Et qu'il vaut beaucoup mieux investir aujourd'hui pour 20-30 ans plutôt que d'investir à court terme et de se dire dans 10 ans, on va devoir revoir tout le modèle, ça va coûter beaucoup plus cher. Vous parliez tout à l'heure d'exclure les grands cubes en verre comme on les imaginait en tout cas il y a quelques temps. Or, ces grands cubes en verre permettaient aussi de la lumière. Quand on parle d'énergie, on parle de lumière également. Avant de faire la transition avec mon dossier suivant, il y a quand même des possibilités et une réflexion qui est faite sur cette base-là aussi. Oui, bien sûr. Alors, je n'exclus pas tout. C'est un peu caricatural comme Mais je vois bien message. Le cube en verre. Et il est évident, par exemple, que pour un immeuble de bureau, il peut être en verre parce qu'il y a à l'intérieur plein de gens qui travaillent, qui dégagent beaucoup d'énergie et que donc on n'est pas obligé d'avoir une enveloppe thermique qui est aussi performante que pour celle d'une maison qui est beaucoup plus vide. Donc, oui, c'est tout. Ça reste. Il y a plein de modèles qui restent possibles. L'éco-construction en matière de bâtiments publics, bâtiments commerciaux également, donc dans le secteur tertiaire, ça y est, on y est donc. Merci Vincent Spirer d'être venu nous en parler ici à Batibo à l'occasion de ce salon. Je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration de la plateforme Maisons Passives que l'on retrouve sur Internet si vous voulez avoir des informations complémentaires. C'est maisonspassives.be tout simplement. Comme ça, il n'y a pas trop à chercher. Vous êtes également architecte à R2 D2 Architecture où l'on peut voir et découvrir énormément d'exemples aussi de ce qui a déjà été réalisé, de ce qui est en cours de réalisation. Et de fait, on découvre des bâtiments qui sont plutôt intéressants pour l'œil et certainement très intéressants évidemment aussi du point de vue énergétique. L'énergie, on y reste. On va parler lumière et luminaire dans quelques instants. Longtemps négligée, aujourd'hui, la lumière fait partie intégrante de nos habitats. Il faut donc pouvoir la penser, la réfléchir. Le LED, bien sûr, a fait son apparition chez nous et se propage un peu partout. Mais pour autant, comment peut-on envisager la lumière chez soi ou dans un bâtiment public également ? On en parle aussi avec un spécialiste. Jusqu'à midi, question.